Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 9 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Se poser les bonnes questions ». Alors c'est vrai que des questions, nous passons nos journées à nous en poser avec pas toujours des réponses très pertinentes, mais bon, on essaye. Et puis ce que je trouve rafraîchissant, c'est bien que cette fois-ci, il y a des institutionnels qui eux aussi se posent des questions, et qui se posent même les bonnes questions. Je reviens d'un point trimestriel avec les stratèges d'Amundi, et ils se posent pas mal de bonnes questions. La première, c'est est-ce que les valorisations actuelles sont soutenables aux États-Unis, sachant que la hausse repose sur une base de plus en plus étroite de titres titanesques comme Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook ayant cessé de monter déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, jusqu'où peut-on tirer les cours avec seulement 3 ou 4 locomotives? Autre question. Si on décide de lâcher la logique de réplication indicielle, ce qui contraint évidemment à détenir ces fameux titans, à les surpondérer au fil de l'eau, vers quoi se tourner? Vers les valeurs value? Mais quelles sont les valeurs value qui ont du potentiel? Est-ce que ce sont les utilities? La réponse d'Amundi, c'est non. Ou alors, il faudrait qu'elle soit vraiment très très peu endettée, et en France, nous n'en connaissons pas. Alors après, il reste les traditionnelles valeurs défensives, que sont les pharma. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît de temps immémoriaux. Chaque fois qu'on recherche un peu de sécurité et des dividendes, on revient sur les pharma. Tous les gérants connaissent ça, et depuis fort longtemps. Ensuite, il y a les taux. N'est-on pas dans une bulle de taux? Alors, surveillons de près ce qui va se passer sur les investment grade, c'est-à-dire les emprunts, les dettes d'État les mieux notés. Si ça commence à se tendre, c'est là que les problèmes vont survenir. Et ensuite, le high yield sera contaminé. Qu'est-ce qui fait que le high yield aujourd'hui présente le spread, c'est-à-dire l'écart de rendement le plus faible qu'on ait jamais observé par rapport justement aux emprunts sans risque, les T-bonds, les bonds, etc. Je l'ai déjà expliqué ici, ça provient en fait d'un biais qui est que les producteurs de Shell Oil aux États-Unis, qui étaient très endettés et pratiquement au bord du gouffre il y a encore un an, sont sauvés par le renchérissement du prix du pétrole. Ça a remonté au-delà de 76 à New York, au-delà de 85 à Londres. C'est inespéré, puisqu'en fait le seuil de rentabilité se situe aux alentours de 65 aux États-Unis, et par comparaison donc au-delà de 75 équivalent Brent. Donc, les plus gros émetteurs de dettes fragiles sont donc aujourd'hui pour l'instant la tête hors de l'eau. Mais il y a tous les autres. Beaucoup d'entreprises qui s'endettent, se surendettent parce qu'elles ont déjà beaucoup investi et que le marché n'absorbe pas toute leur production. Alors c'est évidemment le cas de figures rencontrées par les émergents qui en plus de ça, eux, sont pris dans l'effet de ciseaux de la remontée du dollar. Cette remontée du dollar va-t-elle durer? Tant effectivement que la BCE n'entamera pas la remontée des taux. En fait, non. C'est tant qu'elle n'en parlera pas. Tant qu'on restera sur une hypothèse de remontée en décembre 2019 et qu'elle ne va pas au-delà dans ses guidance, tant qu'elle ne dit pas que à terme l'objectif sera de revenir par exemple à une structure de taux normale, 2%, les marchés vont continuer de privilégier les rendements offerts par les T-bonds américains. Ensuite, il y a la guerre commerciale avec la Chine. Et là, le FMI s'en alarme
il pense que c'est un des principaux risques pour l'économie mondiale, et c'est pourquoi le FMI révise à la baisse de 0,2 points son objectif de croissance pour 2018 et 2019 à 3,7%. Notons qu'il abaisse également l'objectif de croissance de la Chine, et là de façon assez sévère, de 6,6 à plus 6,2 en 2019. Là, bien sûr, c'est une sorte de modélisation des conséquences de la guerre des tarifs douaniers qui se profilent non pas seulement sur le court terme, mais également le moyen ou le long terme. Alors, est-ce que les choses pourraient aller plus loin avec la Chine ? Eh bien, j'étais heureux également d'entendre chez Amundi qu'on connaît la loi d'octobre d'octobre 1917 qui autorise les États-Unis à déclencher des représailles commerciales, voire un blocus commercial contre tout pays qui aurait menacé les États-Unis ou qui aurait osé aller jusqu'à l'incident militaire avec les États-Unis. Or, on a pratiquement vu se télescoper en mer de Chine un croiseur américain et chinois. Alors, chercher un prétexte pour déclencher un conflit. Les États-Unis sont des spécialistes insurpassables. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les conflits qui ont été déclenchés parfois sur des provocations parfaitement orchestrées. Donc les États-Unis sont parfaitement à même de faire monter encore la pression sur la Chine, avec cette fois-ci le prétexte de conflits de souveraineté, par exemple sur des îles comme les Spratleys en mer de Chine, où il peut y avoir d'autres motifs comme Taïwan. Bref, les États-Unis n'ont probablement pas fini de menacer le monde et de leur imposer ces sanctions commerciales. Et ça, ce n'est pas bon.